Alors, eh bien écoutez, déjà, avant tout, je vous remercie de cette belle invitation et de cette belle occasion de venir m'entretenir avec vous de questions qui sont des questions qui sont à la fois intéressantes d'un point de vue théorique et intéressantes aussi d'un point de vue pratique. Euh, c'est une des petites prétentions que j'ai en matière de droit, c'est d'essayer toujours de voir les choses sous les deux versants, parce qu'on peut avoir des choses passionnantes du point de vue théorique, mais se demander si pratiquement ça a une utilité. Pour le coup, ce qu'on va voir présente aussi bien l'un que l'autre aspect, à savoir on va évoquer la notion notamment de personnalité morale, qui est une notion qui est très théorique. Alors, est-ce que j'ai consacré ma thèse au sujet? Oui, en partie, parce qu'en étudiant les groupements sans personnalité morale, on est forcé de se demander ce qui leur manque et du coup ce que l'on a lorsque l'on a la personnalité morale. Mais voilà, enfin, ça c'était mon premier acte universitaire. On ne peut pas passer sa vie sur sa thèse. Mais le sujet que je vais évoquer touche à la question de la personnalité morale et c'est un sujet qu'on ne peut pas, je crois, ignorer. Et quand j'ai choisi le sujet, je n'ai pas eu dans l'idée de faire quelque chose qui soit d'une technicité incroyable. Mais c'est ça aussi qui est compliqué dans ce sujet, c'est qu'on est à la fois dans le fondamental, dans les grandes idées, et on va assez vite quand même. On va voir qu'assez vite on touche à des questions qui sont des questions très techniques. Alors, on va parler donc de personnalité morale, d'organisation des sociétés et d'incidence sur la responsabilité. Première question dans ces propos introductifs que j'aurai, qu'est-ce que la personnalité morale? Qu'est-ce qu'une personne morale? On a tous le sentiment de le savoir et en même temps, si on y réfléchit, on peut commencer à se demander, mais finalement, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? On sait que nous vivons entourés de personnes morales, sociétés, associations, syndicats, personnes morales de droit public. L'État est une personne morale. Donc on a de très nombreuses personnes morales autour de nous. Un auteur a dit que le XXe siècle avait été le siècle des personnes morales. Je ne suis pas sûr que le XXIe siècle ne soit pas aussi un siècle des personnes morales. Et si on réfléchit déjà un instant à ce terme de personne morale, on peut se demander ce que ça veut dire, parce que on va parler ensemble de responsabilité, donc responsabilité morale, c'est pas anodin de rapprocher les deux idées, et peut-être que ça n'a rien à voir, les personnes morales et la morale, mais si ça n'a rien à voir, je voudrais en être sûr, et je voudrais qu'on en soit sûr ensemble. Personne morale, donc est-ce qu'il y aurait des personnes immorales? Non, c'est pas, enfin il y en a sans doute, mais ce n'est pas à elles que l'on pense lorsque l'on évoque les personnes morales qui seraient particulièrement nobles et donc dotées d'une forte morale. Certains ont dit d'ailleurs que c'était paradoxal parce qu'on les appelle personnes morales, ce ne sont pas des personnes, et précisément elles ne sont pas soumises à la morale. Donc ce nom ne veut finalement rien dire. Si on regarde d'ailleurs du côté, si on sort de nos frontières un moment, pas grand monde à part nous aussi, des francophones peuvent utiliser, les Belges parlent aussi de personnes morales. Mais si on va voir par exemple en Italie, est-ce qu'on parle de personnes morales? Non, on parle de persone giuridiche. En Angleterre, est-ce qu'on parle de moral person? Alors on fera rire les Anglais si on parle de moral person, parce qu'ils diront mais ça veut rien dire. Eux, ils parlent de legal person. Est-ce que les Anglais ou les Italiens touchent plus juste que nous? En réalité, nous, on peut dire que personne morale, ça veut rien dire. Eux, on pourrait dire que ça ne veut... Enfin, c'est pas juste comme définition, parce que parler de persona giuridica pour la personne morale, est-ce que c'est juste? Je ne sais pas où sont nos collègues italiens ici, mais est-ce qu'ils ont raison d'utiliser ce terme? C'est sûr que c'est plus juste, parce qu'une personne morale, c'est une personne juridique. Pas de difficulté là-dessus, mais en réalité, là où ça n'est pas juste, c'est que nous aussi, les personnes physiques, les personnes faites de chair et de sang, nous sommes des personnes juridiques, des personnes du point de vue du droit. Donc dire qu'il y a des personnes juridiques qui seraient les personnes morales, ça n'est pas suffisamment discriminant, c'est pas suffisamment précis, parce que ce ne sont pas les seules personnes juridiques. Si on voulait être précis, il faudrait parler des personnes juridiques, mais personnes juridiques du seul point de vue du droit.
Et encore, on rentre tout de suite dans des débats parce que personne juridique du seul point de vue du droit, vous voyez les portes qu'on ouvre et qu'on va refermer assez vite, mais est-ce que forcément on est une personne du point de vue du droit? On a tout de suite en tête une institution qui est l'esclavage et qui nie la personnalité juridique de certains êtres humains. L'esclave n'est pas une personne juridique, l'esclave n'est pas un sujet de droit, il est un objet qui est dans le patrimoine d'une autre personne qui le possède. Il y a une autre institution, je suis toujours friand de ces réflexions sur l'histoire du droit, il y a une autre institution qu'on connaît, on en parle d'ailleurs ces temps-ci avec les questions de déchéance de nationalité, c'est l'institution de la mort civile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu évoquer cette institution. Souvent, on se trompe un peu parce qu'on imaginait que c'était une déchéance complète des droits de la personne, comme si on vous avait déclaré mort au regard du droit. En réalité, pas complètement, c'était une réduction de votre capacité juridique. On portait atteinte à un certain nombre de vos droits, vous étiez condamné, vous ne pouviez plus donner, par exemple, vos biens, vous ne pouviez plus passer un certain nombre d'actes juridiques, mais vous n'étiez pas complètement disparu au regard du droit. Il n'empêche que on comprend qu'on a cette notion de personne morale, donc on appelle parfois personne juridique, personnes légales, donc personnes qui ne sont pas soumises à la morale et qui sont des organisations, pour le moment on va en rester à ce stade, des organisations auxquelles le droit va reconnaître la personnalité juridique, c'est-à-dire que le système juridique décide qu'une organisation, généralement c'est une organisation de personnes, mais ça peut être aussi une organisation matérielle, de biens, donc une structure, un rassemblement de personnes ou de biens, se voit reconnaître comme une personne juridique distincte des personnes qui la composent, de ses membres. Bon. C'est ça la personnalité morale. Si vous êtes membre d'une association, vous savez que votre association, si elle a procédé au dépôt de ses statuts en préfecture, est devenue une personne morale autonome. Ça veut dire que si jamais l'association décide de recruter un salarié pour occuper le siège social et accueillir les membres, etc., l'employeur du salarié, ce ne sont pas les membres de l'association, mais c'est l'association en tant que sujet de droit. Voilà un exemple de la personnalité juridique. Alors, on parle de personnalité morale, c'est un terme qui remonte à assez loin, que l'on attribue au juriste et philosophe allemand Pufendorf, mais qui lui envisageait les personnes morales simples, qui étaient les individus, et les personnes morales composées, qui étaient les groupements d'individus. Donc en réalité, ce n'était pas la même notion de personnalité morale. Aujourd'hui, quand on parle de personnes morales, on désigne bien les groupements de personnes ou de biens que notre système juridique reconnaît comme des sujets de droit autonome. Et on va voir que un grand enjeu de la question de la personnalité morale, c'est que personne morale autonome, sujet de droit autonome, ça veut dire responsabilité autonome, ça veut dire que la personne morale est responsable, mais ça veut dire que ne sont pas responsables des actes dont elle est responsable d'autres personnes. Et c'est là que va se faire c'est là que se joue la bataille. C'est que, en réalité, si on crée une personne morale, si je crée une entreprise et que cette entreprise est une personne morale, l'entreprise est responsable, mais moi qui prends les décisions au sein de l'entreprise et qui suis à la base de cette responsabilité, je ne suis peut-être plus responsable. Et si je multiplie les personnes morales, j'arrive peut-être à me soustraire grandement et à soustraire tous les biens de l'entreprise qui ne sont pas dans la personne morale qui subit une action en responsabilité, j'arrive peut-être à les soustraire purement et simplement à des actions en responsabilité. Et avec cette notion de personnalité morale, on va peut-être arriver... Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, pour vous dire, regardez, les méchants capitalistes arrivent à soustraire leurs biens à des actions en responsabilité, mais on peut aussi se servir de la personnalité morale pour mettre un patrimoine à l'abri d'actions en responsabilité. Et il y a un moment où on dépasse l'admissible, il y a un moment où
ce que l'on fait, eh bien, le droit va considérer qu'on n'a pas le droit de le faire et qu'il faut assumer les conséquences de sa responsabilité. On va voir que c'est une question importante. Alors, toujours dans ces développements introductifs, la personne morale donc n'est pas une vraie personne, elle n'est une personne qu'au regard du droit. Autre porte que j'ouvre pour la refermer assez vite, est-ce que le droit a des limites? Est-ce que le droit pourrait décider que le pupitre sur lequel je m'appuie en ce moment est une personne morale, une personne juridique? Il n'y a pas de limite particulière. Une loi pourrait être votée qui attribuerait à ce pupitre, et peut-être à d'autres pupitres, la personnalité morale. Ce ne serait pas forcément d'une grande utilité. Je ne sais pas quel serait le patrimoine du pupitre. Est-ce qu'il serait propriétaire des micros qui ne marchaient pas précédemment? Est-ce qu'une action en responsabilité pourrait être intentée contre lui s'il venait à flancher pendant mon intervention et à me causer un préjudice? Bon, tout ça est de la science-fiction ou du droit-fiction, mais la personnalité morale, ça n'est pas autre chose. Alors, on a eu des grands débats sur est-ce que c'est une fiction ou une réalité. On ne va pas rentrer dans ces débats. Disons simplement que c'est de la technique juridique. Le droit peut décider de traiter comme une personne juridique autonome ce qu'il veut. On a aujourd'hui des discussions sur l'animal. Est-ce que l'animal est une personne juridique? Aujourd'hui, en l'état actuel du droit, la réponse est non, mais vous avez un certain nombre d'auteurs qui estiment qu'il faudrait que l'animal se voie reconnaître des droits. Alors, est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est une personne juridique? Est-ce qu'entre les deux, c'est autre chose? On a déjà dans le code pénal une manière particulière de traiter l'animal. Les violences aux animaux ne sont pas dans les atteintes aux biens. Mais pourtant, l'animal est normalement un bien. Alors je sais bien que toute personne propriétaire d'un animal ici se dit « mais non, on ne traitera pas mon chien adoré comme on traiterait n'importe quel objet ». Mais voilà, on a en droit des distinctions assez marquées entre les personnes et les biens. L'animal pourrait, si une loi le décidait, se voir reconnaître la personnalité juridique. Bon, en tous les cas, on reconnaît à de très nombreux groupements la personnalité juridique. Ça veut dire que de très nombreux groupements se voient traités comme des personnes indépendantes des membres qui les composent. En fait, on n'a pas de restrictions particulières pour reconnaître. On a éventuellement des restrictions pour ne pas reconnaître. C'est-à-dire que, à certains égards, le droit n'a pas le droit de ne pas reconnaître la personnalité morale. On a eu ce débat, par exemple, en matière de liberté d'association. La liberté d'association, ça a une valeur constitutionnelle et on a des décisions qui vont considérer, décisions du Conseil constitutionnel, notamment du 16 juillet 1971, qui vont considérer que fait partie de la liberté d'association la reconnaissance à l'association de la personnalité morale. En réalité, on pourrait se dire, mais c'est pas ça la liberté d'association, c'est le fait de pouvoir se réunir et de pouvoir développer ensemble des activités, mais on intègre à la liberté d'association le fait de reconnaître à l'association la qualité de sujet de droit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on devient un sujet de droit? On acquiert la capacité juridique, donc on devient vivant du point de vue juridique. C'est un peu Pinocchio juridique, c'est on devient capable de conclure des contrats, on devient capable d'engager sa responsabilité, de contracter des obligations. Ça, c'est vraiment le cœur de la personnalité morale. On acquiert la capacité juridique, on devient un sujet de droit et d'obligation. Avec ça, on a un autre effet qui est tout à fait lié à la capacité, c'est on acquiert un patrimoine. Ça veut dire que, alors c'est pas un patrimoine au sens avoir du patrimoine, c'est un patrimoine au sens juridique, c'est-à-dire qu'on a une création juridique qui est un réservoir qui contient les droits et les obligations d'un sujet de droit. Toute personne présente dans cet amphithéâtre a un patrimoine, parce que nous sommes tous des personnes juridiques. Nous avons tous un patrimoine. Peut-être que dans notre patrimoine, nous n'avons que très peu de biens. Peut-être que nous avons
énormément de biens, mais peu importe. Du point de vue du droit, nous avons tous cette notion juridique, ce concept juridique qui est un patrimoine. Si tout à l'heure, lors de la discussion, les esprits s'échauffent et je viens, tout ça est absolument théorique, je vous rassure, vous ne verrez pas cela, je viens à me bagarrer avec un de mes collègues et que je lui cause un préjudice, eh bien, apparaîtra en cours de séance, dans mon patrimoine, dans la partie passive de mon patrimoine, apparaîtra une dette de réparation, car le cocard que j'aurai infligé à mon éminent collègue Alain Supiot, eh bien, m'obligera à réparer le préjudice que je lui cause. Voilà, on n'imaginait pas ça encore, préjudice d'image notamment, et peut-être que le Collège de France me poursuivra aussi, parce qu'on m'invite et voilà le trouble que je sème autour de moi, eh bien on peut imaginer que j'aurai aussi une dette qui va apparaître à l'égard du Collège de France dans mon patrimoine. Bon. J'insiste bien sur le fait que tout ça est purement destiné à des fins pédagogiques et ne se concrétisera pas. Donc, ça, c'est effectivement l'effet essentiel de l'attribution de la personnalité morale, ce qu'on appelle la personnification, c'est on devient un sujet de droit, on acquiert la capacité juridique et on a un patrimoine. Ce patrimoine, il n'est qu'à la personne juridique. Ça veut dire que les biens qui sont dedans, ce sont ces biens uniquement à elle, ces dettes qui sont dedans, et vous voyez vers quoi on va, ce sont les dettes uniquement de la personne morale. Donc si la personne morale, si je prends l'exemple d'une personne morale, a des salariés, la dette de salaire ne pèse que sur la personne morale. Je prends un exemple de l'actualité de ces dernières années, l'affaire Goodyear par exemple, mais ce n'est pas la seule affaire qu'on a eue de ce type-là. Vous avez une société américaine, il y a eu une autre affaire qui est peut-être qui collera peut-être plus à mon exemple, qui était une affaire Flodor Unichips. Vous avez une société italienne qui s'appelle la société Flodor, qui crée en France une filiale, qui est la filiale française de cette société. Cette filiale va fermer et ne va pas payer les salaires d'un certain nombre de salariés. Est-ce que les salariés peuvent demander paiement de leur salaire ou d'autres sommes qu'ils estiment leur être dues à la société mère italienne? Réponse de la jurisprudence, non, parce que l'employeur, ce n'est pas la société italienne, société mère, qui détient les actions de la société française. L'employeur, c'est uniquement la personne morale qui est la société française. On peut se dire, mais c'est la même entreprise? Non, enfin, oui, mais du point de vue du droit, c'est pas en termes d'entreprise qu'on va raisonner, c'est en termes de personnes morales, de personnes juridiques. Avec qui avez-vous contracté? Si vous avez contracté avec la société française, vous n'avez pas de lien de droit avec la société mère italienne. Peut-être que la société mère italienne détient 100% des actions de la société française. Il n'empêche, ce n'est pas la même personne morale, ce n'est pas la même personne juridique. Vous avez, vous salariés de la société française, un contrat de travail. Si vous regardez votre contrat de travail, vous ne voyez pas marqué avec le groupe Flodor ou avec la société italienne et la société française. C'est signé par la société anonyme ou SARL ou ce que vous voulez, Flodor française. Donc, c'est important de comprendre que le patrimoine d'une personne juridique répond des dettes de cette personne, ne répond que des dettes de cette personne et répond seulement des dettes de cette personne. Je veux dire par là que, à la fois que ce patrimoine, il ne sert pas à garantir les dettes d'autres personnes, et en principe, ce patrimoine est la seule garantie des dettes de la personne. Autres effets, mais je les indique vraiment de manière rapide. Quand vous êtes une personne morale, vous avez une dénomination, vous avez un siège, vous avez une nationalité, c'est-à-dire qu'il y a un État qui va considérer que vous êtes soumis à son droit. Mais je laisse vraiment cela de côté parce qu'on parle ce matin de responsabilité et on va surtout s'interroger sur ces questions de responsabilité et de patrimoine, précisément. Comment est-ce qu'on devient, et je terminerai mes propos introductifs là-dessus, comment est-ce qu'on devient une personne morale?
Est-ce qu'il faut démontrer qu'on est légitime à être une personne morale, que notre groupement a besoin d'avoir la personnalité morale? En réalité, c'est très facile de créer une société ou une association. On peut même créer des sociétés unipersonnelles. Vous tout seul ou une autre société toute seule peut créer très facilement une société à responsabilité limitée, unipersonnelle, ou une société par action simplifiée, unipersonnelle. Donc on peut avoir des créations de personnes morales qui se font très vite. On dépose des statuts au registre du commerce et des sociétés, des statuts qui peuvent être très simples. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'argent? Non, pas forcément, parce qu'on peut créer des sociétés au capital d'1 euro. Et donc, c'est très facile, en quelques jours, on a fait apparaître une personne morale, et cette personne morale, on peut lui faire porter un certain nombre d'actes juridiques, un certain nombre de dettes, et c'est elle seule qui va les porter. Donc, voilà, mon propos introductif, il vise à vous faire comprendre qu'on peut créer très facilement des personnes morales qui ont une capacité, un patrimoine qui leur sont propres, et que ces personnes morales eh bien, vont porter une responsabilité qui va être leur seule responsabilité. Je dirais que la scène est posée, on va voir comment est-ce qu'on peut jouer de cette personnalité morale en matière de responsabilité. Je vais avoir deux parties dans mon propos, une partie plus importante sur la personnalité morale et la responsabilité, une partie plus courte parce que peut-être un peu plus technique, et je sais que la fin d'une intervention n'est pas forcément le bon moment pour cela, mais ce n'est pas l'essentiel de mon propos, sur la technique sociétaire. Je ferai une petite incursion en droit des sociétés plus particulièrement, mais je resterai, je l'espère, vous me direz peut-être le contraire, absolument, j'essaierai d'être clair, voilà. Je ne dis pas je serai clair, mais j'essaierai d'être clair. Donc sur la personnalité morale et la responsabilité, est-ce qu'on a des textes dans nos codes qui nous disent que quand on crée une personne morale, elle seule est responsable et pas ses dirigeants ou pas ses associés? Non, on n'a pas ça, parce que si on avait ça, tout le monde s'abriterait derrière des sociétés, on serait en permanence en train de créer des espèces de faunées, de mettre des écrans devant nous pour exercer notre activité par le biais de sociétés. On ne nous le dit pas. Mais on va voir que, en réalité, on arrive à peu près à ce résultat parce que la personnalité morale, mais c'est plutôt la jurisprudence qui nous le dit, la personnalité morale produit ce que l'on peut appeler un effet d'écran. Donc un effet d'écran, c'est-à-dire que la personne morale crée un écran entre ses membres et les tiers ou d'autres personnes qui pourraient essayer d'agir contre les membres. Et vous comprenez que quand on est une victime, par exemple, et que l'on me dit, ou un salarié impayé, et que l'on me dit, mais désolé, ce n'est que la personne morale qui pourrait vous indemniser ou vous payer, et malheureusement elle est insolvable, il y a une frustration, et que cette frustration donne envie d'aller au-delà de l'écran. Et on verra dans quelle mesure cela est possible, dans quelle mesure on peut remettre en cause cet effet d'écran. On verra des choses comme ce que les Anglais appellent piercing the corporate veil, c'est-à-dire percer le voile de la société. Et on a effectivement des moyens pour aller chercher des patrimoines autres que celui de la personne morale. Alors cet effet d'écran, qu'est-ce qu'il faut dire sur cet effet d'écran? Il faut dire tout d'abord que bon, j'ai déjà dit que ça ne résultait pas de texte qui l'affirmait clairement, mais c'est vrai que quand on parle de société à responsabilité limitée, par exemple, eh bien on se dit que voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va voir que c'est un petit peu trompeur, parce que la responsabilité dont il est question, ce n'est pas la responsabilité civile, mais c'est un peu différent. Alors, je vais voir plusieurs points. Premier point, je vais voir le fait que l'écran protège les membres de la personne morale. Je verrai ensuite, pour utiliser un terme que les économistes adorent, qu'il protège les agents de la personne morale. Et je vérifierai avec vous que c'est bien la notion de personnalité morale qui est à l'origine de cet effet d'écran. Alors, cet effet d'écran, avant de le voir particulièrement,
j'évoque simplement aussi le fait qu'il est à plusieurs... Là, on parle de responsabilité. Mais si vous êtes vous-même associé d'une société, vous pouvez subir cet effet d'écran. Je prends un exemple. Vous êtes, imaginons que nous soyons les actionnaires d'une société. Notre dirigeant, le président Suppiot, gère très mal la société. Nos actions perdent de leur valeur. Chacun dans cette pièce subit dans son patrimoine un préjudice parce que, du fait des actes de gestion désastreux commis par le président Suppiot, eh bien, notre société, chacune de nos actions qui valait au début de l'année 10 €, ne vaut plus que 3 €, et donc chacun de nos patrimoines en a été affecté. Est-ce que nous avons une action en responsabilité, chacun d'entre nous, contre le dirigeant qui a mal géré la société? Eh bien, si notre société a la personnalité morale, ce n'est pas nous qui pouvons agir, mais c'est elle qui peut agir, et on considérera, la jurisprudence le dit de manière très ferme, que c'est à la société d'agir, et si elle agit et qu'elle est indemnisée par le dirigeant qui l'a mal géré, eh bien, le préjudice qui sera réparé, eh bien, ça entraînera réparation de notre préjudice. Si les 7 € manquants, on considère que le dirigeant est entièrement responsable et qu'on l'oblige à indemniser la société de 7 € fois le nombre d'actions de la société, vous comprenez que chacun d'entre nous verra son préjudice réparé. Mais on ne nous aurait pas permis d'agir directement parce qu'on considère que le préjudice, c'est celui de la société, c'est celui de la personne morale qui a été mal gérée parce que la relation, c'est d'abord une relation personne morale dirigeant. Nous ne sommes que... on est en arrière-plan, nous les actionnaires. Bon. Premier point, donc, protection des membres de la personne morale. C'est vrai que c'est d'abord à ça qu'on pense quand on crée une société, quand on parle de SARL, Société à responsabilité limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crée une SARL, si je suis associé d'une SARL, eh bien, je n'expose pas mon patrimoine à plus, ça veut dire responsabilité limitée aux apports. J'ai mis 1 000 € dans le capital social, pour parler simplement de la société. Je ne risque pas de perdre plus que ces 1 000 €. Imaginons que la société cause un grave préjudice écologique. Ou c'est peut-être pas le bon exemple parce que ça c'est en train de bouger, mais imaginons que la société crée un préjudice, je ne sais pas, un trouble de voisinage important. Je ne sais pas, il y a des bruits, par exemple, qui émanent du siège de la société, qui gênent tout le monde dans le voisinage. Est-ce que l'on peut venir me demander à moi, associé de la société, de réparer le préjudice que j'ai causé? Réponse, non, parce que je ne suis pas la personne juridique responsable qui cause le préjudice. Si c'est la société, eh bien c'est elle seule qui doit répondre du préjudice qu'elle cause. Peut-être qu'on va lui prendre tout son patrimoine et qu'on va lui prendre les 1 000 € que j'avais mis dans le capital social, l'apport que j'avais fait. Je ne reverrai peut-être jamais les 1 000 € parce que si je dissous la société, si on ferme la société dans son patrimoine, il n'y a plus les 1 000 € que j'avais apportés. Mais il n'empêche qu'on ne pourra pas, par principe, venir me demander plus que l'apport que j'avais promis de faire et que j'avais fait à la société. Donc, on a un effet de protection des membres de la société, des membres de la personne morale. En réalité, c'est un effet de protection qui est assez répandu, précisément parce que le principe, c'est que si la personne morale est un sujet de droit autonome, les associés, les membres de la personne morale ou les membres de l'association ne sont pas tenus des dettes de la personne morale. Quand est-ce qu'ils pourraient être tenus des dettes de la personne morale? Eh bien, soit parce que la loi, par exception, le prévoit, soit parce que, par contrat, les membres acceptent de couvrir, de garantir les dettes de la personne morale. Je ne sais pas, parmi vous, certains sont sans doute associés d'une SCI, Société Civile Immobilière.
Voilà un exemple de société dans laquelle, sachez-le, il y a une responsabilité des associés. Si un morceau de l'immeuble tombe sur un passant, la SCI est responsable, mais si la SCI ne paye pas, on peut aller demander, sous certaines conditions, aux associés de payer à la place de la SCI. Mais c'est parce que cette société a un régime légal particulier qui prévoit précisément que les associés sont tenus de payer à la place de la société si elle ne paye pas. Mais ça, c'est vraiment parce que la loi le prévoit. Le principe, c'est que une SARL, une association, ce sont des personnes morales autonomes avec leurs propres responsabilités et que les membres de ces sociétés ou groupements ne sont pas tenus de payer à la place de ces groupements. Imaginons que l'on cause notre société, je reprends mon exemple, on est une société, notre société va causer un préjudice au tiers parce qu'elle fait une activité qu'on a décidé ensemble de faire. On ouvre une boîte de nuit dans la cour du Collège de France. Cette boîte de nuit cause un préjudice terrible à tout le voisinage. J'insiste bien sur le fait que le responsable, c'est la société, du point de vue de la responsabilité civile. Est-ce que nous, associés, pouvons engager notre responsabilité parce que ce matin, en Assemblée, on a décidé de procéder ensemble au démarrage de cette activité? Eh bien, par principe, non, mais la jurisprudence ouvre une brèche là-dedans, c'est-à-dire que si on considère que la décision qu'on prend en Assemblée est une décision qui est une faute séparable des prérogatives de l'associé, c'est-à-dire qu'il faudrait une faute intentionnelle et grave, on décide ensemble, consciemment, de commencer une activité préjudiciable au tiers en ayant conscience du préjudice qu'on va leur causer, et il faut qu'on considère que notre faute est suffisamment grave, alors on pourra dire que la décision qu'on a prise ce matin ensemble engage notre responsabilité personnelle. Mais le principe, c'est que nous ne sommes pas tenus, en tant que membres d'une personne morale, des dettes de la personne morale. Ça veut dire qu'une société mère qui crée une filiale, la filiale cause un dommage au tiers, la filiale a des dettes qu'elle ne peut pas payer envers ses salariés ou envers d'autres personnes. Le principe, c'est que la société mère, l'actionnaire à 100%, n'est pas responsable, seule la filiale est responsable parce que le sujet de droit, c'est uniquement la filiale. Ça, c'est pour la protection des membres de la personne morale. La protection des agents, elle mérite d'être évoquée. Quand je pense aux agents, alors les salariés, en principe, ne vont pas engager leur responsabilité civile, sauf sous certaines conditions. Je pense aux dirigeants. Est-ce que les dirigeants d'une personne morale qui prennent des décisions qui sont à l'origine de préjudices causés aux tiers engagent leur responsabilité? Eh bien, par principe, non. Par principe, non, c'est-à-dire qu'on considère que le dirigeant d'une société est l'organe de la société. Ça veut dire que lorsqu'il prend une décision fautive, c'est la société qui prend la décision. Ça peut sembler étonnant parce qu'on a un grand principe de responsabilité civile qui est que toute faute engage la responsabilité de son auteur, mais disons qu'on est logique avec ça, on dit, mais oui, mais la faute qui engage la responsabilité civile, c'est la faute de la personne morale. Alors, on peut trouver que c'est très dangereux de faire ça, on peut se dire aussi que ça a une justification économique, c'est-à-dire que si vous dites aux personnes qui sont dirigeants d'entreprise qu'elles sont automatiquement responsables sur leur patrimoine de toutes les fautes imputables à l'entreprise, ben vous vous dites que peu de monde va accepter de diriger une société. Bon, il faut comprendre que la jurisprudence a trouvé quand même une voie, il y a quand même une zone intermédiaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, par principe, responsable des décisions fautives de la société, sauf si, là encore, et c'est la jurisprudence qui le dit,
vous commettez une faute détachable, séparable de vos fonctions, c'est-à-dire la définition qui est donnée par la Cour de cassation, c'est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Exemple, toutes les infractions pénales intentionnelles sont considérées comme des fautes séparables des fonctions. On a un exemple que je vous donne pour qu'on touche les choses concrètement. Il y a un arrêt important de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mai 2003. Vous avez une dirigeante de société qui fait de la double mobilisation de créances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des factures sur ses clients. Ces factures sont avec un délai. Elle va procéder elle recourt à de l'affacturage, c'est-à-dire qu'elle va voir des banques ou des sociétés particulières qui lui avancent le montant des factures en question. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait deux fois, c'est-à-dire que la même facture, elle va la porter à deux banques distinctes et les deux banques lui avancent. Je crois qu'il y a des sociétés qui font ça régulièrement. Alors, quand tout va bien, ça permet de trouver de la trésorerie, mais ce n'est pas du tout une pratique recommandable. Quand tout va bien, ça permet de trouver de la trésorerie parce que vous avez des rentrées qui arrivent avant que les banques aillent demander leur dû aux clients et vous dites à une des banques « Oups, je me suis trompé » et vous reprenez votre facture. Mais c'est une pratique qui est assimilable à de l'escroquerie parce qu'en réalité, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train, d'une certaine manière, de vendre deux fois la même chose et de vous faire payer les deux fois. Donc c'est une pratique qui a été considérée par la Cour de cassation comme étant une faute séparable des fonctions, c'est-à-dire que le dirigeant qui fait ça, eh bien, la faute qu'il cause au tiers, ce n'est pas la faute de la société, c'est la faute du dirigeant. Ça veut dire qu'il doit indemniser personnellement, sur son propre patrimoine, le tiers auquel il cause un préjudice. Mais vous voyez quand même, c'est important, parce que ça veut dire que, par principe, c'est la personne morale qui est responsable. Donc on protège les membres, on protège les dirigeants. Est-ce que c'est un effet, précisément, de la personnalité morale? On peut le vérifier en constatant que quand une entreprise n'a pas la personnalité morale, elle ne produit pas cet effet d'écran. Vous avez des groupements qui s'appellent les sociétés en participation, qui sont des sociétés qui ont la particularité de ne pas être des personnes morales. Ce sont des contrats de société, on décide qu'on va faire ensemble quelque chose, mais on ne crée pas une nouvelle personne morale. Est-ce que les associés sont protégés? Non. On a un texte dans le Code civil qui dit « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers », c'est l'article 1872-1. Ça veut bien dire que s'il n'y a pas de personne morale, c'est l'associé qui est engagé à l'égard des tiers. Est-ce que le dirigeant de cette société bénéficie d'une protection particulière? Non, vous dit la Cour de cassation, un arrêt du 4 février 2014. Non, vous dit la Cour de cassation, le dirigeant engage sa responsabilité, il ne bénéficie pas de cet effet d'écran parce que, encore une fois, on n'a pas de personnalité morale qui protège les membres ou les agents du groupement. Alors, vous comprenez que c'est à la fois très commode, je suis une société à l'étranger, je crée une entreprise en France. Si je crée une personne morale nouvelle en France, et c'est très facile, seule cette personne morale va supporter les conséquences des actes préjudiciables qu'elle peut commettre. Ça, c'est le principe. Sauf faute séparable des fonctions, mais c'est l'exception et ce n'est pas facile à démontrer. Donc, vous comprenez, et c'est la deuxième partie de ce premier volet, vous comprenez qu'on a cherché et on cherche tous les moyens possibles pour remettre en cause cet effet d'écran de la personnalité morale. Le principe, c'est quand même qu'il tient bon. Les juges font respecter assez fermement l'autonomie patrimoniale de la personnalité morale. Vous pouvez aller montrer à un juge que c'est tragique, que votre situation est tragique, que vous êtes un salarié impayé par la filiale française d'un groupe américain très prospère, que vous êtes la victime
d'un dommage sanitaire causé par la filiale française en faillite, d'un groupe étranger très prospère, peu importe. Vraiment, le principe, c'est que vous ne pouvez demander des comptes qu'à la personne morale avec laquelle vous avez contracté ou avec laquelle, ou qui est à l'origine de votre préjudice. Par exception, on a une série de moyens de lever ou de percer le voile de la personnalité morale. Un de ces moyens, c'est de montrer que la société mère ou les personnes que vous voulez poursuivre, eh bien, se sont immiscées dans la gestion de la société, qu'elles ont... Alors, c'est des moyens qui se confondent les uns les autres, la jurisprudence les rapproche parfois, qu'elles ont créé une apparence d'être une seule entité. C'est pas la même chose, mais la Cour de cassation, ces dernières années, a considéré que c'était le même argument, l'immixtion qui crée une apparence, c'est-à-dire que la société mère vient se mêler des affaires de sa filiale en laissant entendre que finalement il y a une seule entité. Bon, voilà un moyen de poursuivre la société mère et de lui demander réparation. D'autres moyens, la confusion de patrimoine, ça revient, c'est assez proche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on constate que la société qui vous a causé le préjudice et la société que vous voulez poursuivre se comportent comme ayant un seul patrimoine, par exemple, vous constatez que, je ne sais pas, la société que vous voulez poursuivre finance depuis des années les loyers que doit payer à son bailleur la société mère. Bon, bien. Dans ce cas-là, donc la filiale va, par exemple, payer le bail de la société mère. Est-ce que c'est normal? A priori, non. On peut constater qu'il y a une confusion des patrimoines de ces deux sociétés. Et ça doit permettre, puisqu'elles se comportent comme ayant un seul patrimoine, eh bien, vous aussi, vous pourrez faire comme si ces sociétés n'avaient qu'un seul patrimoine, et vous pourrez poursuivre la société mère et lui demander des comptes alors que vous n'aviez fait affaire initialement qu'avec la société filiale. Ça, c'est des moyens qui viennent de la jurisprudence. Vous avez d'autres moyens qui sont des moyens prévus par la loi. J'en évoquerai certains très rapidement. Vous avez, par exemple, l'action en comblement du passif. Quand une société tombe en faillite, en liquidation judiciaire, on peut demander des comptes à ses dirigeants si on constate que ce sont des fautes de gestion qu'ils ont commises qui font que la société ne peut pas payer tous ses créanciers. Et ça permet d'ouvrir le champ des actions que l'on peut exercer. Et vous comprenez que si dans les dirigeants, j'ai des sociétés solvables, des personnes physiques, ça peut être intéressant, mais si j'ai des sociétés solvables, eh bien, ça devient très intéressant. Je passe de « zut, mon débiteur a fait faillite, je ne peux rien lui demander » à « mais c'est merveilleux, j'ai une personne morale très solvable ». Il y a des banques, parfois, qui sont qualifiées de dirigeants de fait. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de faillite en réalité, parce que vous allez pouvoir agir en responsabilité contre un débiteur solvable. Vous avez surtout des textes qui profitent à certains créanciers. Par exemple, l'administration fiscale bénéficie d'un texte qui est l'article L267 du livre des procédures fiscales. Une société ne paye pas ses impôts. En principe, elle seule est redevable de ses dettes fiscales. Mais, par le biais de ce texte, si vous pouvez démontrer que le dirigeant a commis des manœuvres particulières ou simplement des manquements répétés aux obligations fiscales de la société, eh bien, ça va vous ouvrir la possibilité, à vous, administration fiscale, puisque j'ai bien compris que je ne parle qu'à l'administration fiscale ici, ça va vous ouvrir, je plaisante, la possibilité... Je ne me suis pas trompé, rassurez-vous, cher Alain Suppiot, ça va vous ouvrir la possibilité d'agir en responsabilité contre une personne, le dirigeant, qui n'était pas débiteur des dettes fiscales de la société. Et puis, on a encore eu une autre action qui est apparue ces dernières années pour le préjudice environnemental. Une loi de 2010, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, a fait apparaître dans le Code de l'environnement, une action particulière
qui va permettre de demander à une société mère de payer le préjudice environnemental que la filiale, qui serait en liquidation judiciaire, ne serait pas en mesure de payer. Bon, on peut se dire, mais c'est normal, parce que ça n'est pas juste que la filiale cause un préjudice environnemental et que la mère qui en a profité ne paye pas. Maintenant, on peut se dire aussi que pourquoi le préjudice environnemental, pourquoi la dette fiscale et pas la dette sociale, pourquoi pas la dette de cotisation sociale, pourquoi pas le préjudice corporel causé à X ou Y. On pourrait multiplier les dettes, les passifs qui mériteraient qu'on aille chercher par-delà la personne morale, qu'on aille chercher les associés ou les dirigeants. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qui se pose, est-ce qu'il faut ajouter à ces nouvelles actions, à ces actions supplémentaires qu'on peut exercer? J'évoquerai très rapidement ici, et pour terminer sur ce premier volet, j'évoquerai le fameux devoir de vigilance. Vous savez qu'on a eu plusieurs propositions de loi. Les premières n'étaient pas très bien rédigées. On en a eu une qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée, mais qui a été par contre rejetée par le Sénat en première lecture, qui vise à créer pour les entreprises d'une certaine taille un devoir de vigilance. C'est-à-dire que, alors, on avait envisagé au début qu'il y ait une responsabilité des entreprises pour ce que font leurs filiales ou ce que font leurs sous-traitants. Le texte veut poser les choses de manière plus positive, plutôt que de dire les entreprises sont responsables de ce que font leurs filiales ou sous-traitants. On va commencer par dire qu'elles ont un devoir de vigilance, un devoir de surveiller. Et donc on va les obliger à mettre en œuvre de manière effective à établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Donc on va leur demander de dire ce qu'elles font pour s'assurer que dans leurs filiales, qui sont des sujets de droit distincts des sociétés concernées, chez leurs sous-traitants, qui sont des sujets de droit distincts des sociétés concernées, eh bien, on va leur demander de vérifier que le texte nous dit, ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société ou des sociétés qu'elle contrôle. Voilà, donc dans l'état actuel du texte, c'est pour les filiales directes ou indirectes qu'il faut effectivement exercer cette vigilance, mais ça veut bien dire que on va obliger une société, personne morale distincte de ses filiales, à surveiller ce qui se passe dans ses filiales. Par principe, je le répète, la société qui est concernée n'est pas responsable, elle n'a en principe pas de devoir de vigilance particulier. La règle, c'était plutôt l'autonomie des filiales qui sont des personnes morales autonomes, des personnes morales à part. Donc on essaye d'introduire dans notre droit ce devoir de vigilance, mais pour le moment, ça n'est pas encore gagné parce que, notamment, une des objections que l'on évoque assez vite contre ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans la plupart des autres droits, et donc si on fait ça, on va affaiblir nos entreprises, et il faudrait faire ce genre d'initiative à une échelle internationale ou au moins européenne, et donc il ne faudrait pas le faire uniquement en France. C'est bien de servir d'exemple, mais attention, parce que ça pourrait préjudier nos entreprises, ou porter préjudice, à nos entreprises. Deuxième volet beaucoup plus rapide, je voulais évoquer avec vous pour vous montrer, au-delà juste de « on crée des personnes morales, elles attirent sur elles les actions en responsabilité et du coup les membres et les dirigeants sont mis à l'abri », au-delà de ça, vous avez le droit des sociétés qui permet de, là aussi, assez facilement se soustraire à des actions en responsabilité ou les rendre beaucoup plus difficiles. Alors, vous avez peut-être vu dans la presse, on avait évoqué une société qui était responsable de l'utilisation de pesticides et manque de chance pour les victimes, la société s'était dissoute
peu de temps avant qu'on agisse contre elle. Alors, est-ce qu'on échappe à sa responsabilité en faisant disparaître une société? En réalité, non. La responsabilité, on va la retrouver ailleurs. C'est-à-dire que s'il y a une action en responsabilité, soit on considère que la société ne peut pas avoir complètement disparu, c'est-à-dire qu'une société qui se dissout, elle va être en liquidation. Ce n'est pas la liquidation judiciaire, c'est autre chose. C'est la liquidation du patrimoine de la société. Et une société qui est en liquidation, tant qu'elle a des dettes, on ne peut pas clôturer la liquidation. Donc, tant qu'elle a une dette de responsabilité, vous ne pouvez pas refermer le livre du patrimoine de la société, si j'ose dire. Quand la société n'a qu'un seul associé qui est une autre société, vous avez un phénomène qui s'appelle la TUP, la transmission universelle de patrimoine. Ça veut dire que tout le patrimoine de la société dissoute va dans les mains de la société mère, donc de l'associé unique. Ça veut bien dire que l'action en responsabilité, vous pouvez encore l'exercer contre l'associé unique. Sauf que parfois, ce n'est pas si simple que ça, parce que peut-être que l'associé unique est une société à l'étranger. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'aller agir en responsabilité à l'étranger. Voilà, rien que ça peut rendre beaucoup plus compliqué la tâche des victimes ou des créanciers de la société qui s'est dissoute. Vous avez aussi, alors c'est à ça que je vais consacrer quelques minutes, vous avez des moyens qui sont des moyens offerts par le droit, par le Code de commerce, et qui sont des moyens qui permettent, pour qui sait les utiliser, de ruiner complètement la possibilité d'un créancier d'obtenir paiement. Il y a une opération qui s'appelle l'apport partiel d'actifs. C'est quoi l'apport partiel d'actifs? C'est régi par le Code de commerce, c'est vous apporter une activité, une société apporte une activité à une autre société. Très bien, on peut se dire que c'est une opération courante dans les entreprises. C'est normal et c'est une bonne chose que notre droit encadre cette opération. Notre droit l'encadre d'une manière particulière parce qu'on a considéré que c'était une opération proche d'une fusion et que le résultat, je vous passe les considérations techniques, mais c'est que quand on apportait une activité, on pouvait choisir, en se soumettant au régime particulier du Code de commerce prévu pour cette opération, d'apporter à la fois l'actif et le passif. Ça veut dire que je suis une société, j'ai une activité de construction de véhicules. Cette activité, je l'apporte à une autre société. Donc je lui transfère les machines, je lui transfère le bail sur l'usine, je lui transfère les moyens d'exercer cette activité. Vous avez une règle en droit du travail, déjà, ça veut dire que je lui transfère aussi les salariés. Ça, c'est fait pour protéger les salariés. Parfois, ça peut se retourner contre eux, parce que peut-être que la nouvelle société est beaucoup moins intéressante pour eux que la première société. Mais imaginons que mon activité de construction de véhicules cause un préjudice, parce que ça fait des années qu'on utilise des produits qui sont très toxiques pour les personnes qui les manipulent. Et peut-être que même ceux qui achètent nos véhicules sont intoxiqués, je ne sais pas, nos sièges dans nos véhicules ont des produits toxiques. Bon. Si je transfère mon activité de construction de véhicules, imaginons que j'ai vent de ce qu'on va avoir des problèmes, parce qu'on cause un préjudice depuis des années aux salariés, ils ne le savent pas encore. Nos clients découvriront un jour ou l'autre que rouler dans nos véhicules les fenêtres fermées, ça provoque des maladies graves au bout de quelques kilomètres. Comment éviter qu'on vienne rechercher la responsabilité de notre société pour cela? Eh bien, on va faire une chose qui est que on a plusieurs activités, on a beaucoup d'actifs, et on n'a pas envie que cette activité-là, polluante, nuisible, qu'elle rejaillisse ou qu'elle cause un préjudice à notre patrimoine, à nos autres activités. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle société dont on va être l'actionnaire unique. Donc notre société crée une filiale. Elle lui apporte l'activité de construction de véhicules automobiles. Ça veut dire que tous les actifs, tous les salariés sont transférés
à cette nouvelle entité. Sont également transférés tous les passifs. Dans quelques années, quand les salariés se plaindront du fait qu'ils ont des maladies à cause des produits qu'ils ont utilisés, quand les clients voudront agir en responsabilité, parce qu'eux aussi ont des préjudices, vers qui se tourneront-ils? S'ils se tournent vers notre société première qui a, le jour où le véhicule a été construit, c'était par notre société. Nous leur dirons, désolé, vous ne pouvez plus agir en responsabilité contre nous parce que l'activité a été apportée, actif et passif confondus, à une autre société. C'est vers elle qu'il faut vous tourner. Et peut-être que cette société est beaucoup moins solvable que notre société première. Alors vous me direz, mais notre société à nous, elle est actionnaire à 100% de la société filiale qu'elle a créée, mais on revient sur notre premier propos qui est que, par principe, si la filiale qu'elle a créée est une société à responsabilité limitée, par principe, il n'y a pas de responsabilité de la société mère. Ce n'est que par exception qu'on pourra trouver des moyens d'aller chercher cette responsabilité. Alors, il y a encore des arguments que je n'ai pas évoqués, la notion de fraude, par exemple. Si on peut montrer que toute l'opération vise à soustraire notre société aux actions que pourraient exercer contre elle des salariés, des clients, on pourrait avoir moyen de dire de convaincre un juge qu'il y a une fraude faite aux droits des créanciers. Mais il n'y a pas de garantie qu'un juge reconnaisse la fraude, et c'est quelque chose qui est en plus pas facile à... c'est pas facile de convaincre un juge de ça, et il est possible que le juge nous dise, mais attention, cette société n'a fait qu'utiliser des institutions qui sont prévues par le Code de commerce et qui produisent ici un effet qui est l'effet qu'elle est appelée, que cette institution est appelée à jouer. Alors je précise que la loi prévoit un droit d'opposition pour les créanciers, mais c'est un droit qui est très difficile à utiliser parce qu'on a 30 jours pour faire opposition à compter du jour où on a publié le projet d'opération de restructuration, et vous comprenez que ça ne marche pas très bien quand vous êtes l'ouvrier qui ne sait pas encore qu'il a été intoxiqué ou le client qui ne sait pas encore que son véhicule a des problèmes. Donc, cette technique, alors, qui s'appelle apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, que pour ma part, je préférerais appeler apport défaisance, parce que c'est une manière de se défaire. C'est une manière de se défaire d'éléments de passifs. Et c'est une manière qui peut être très préjudiciable aux tiers. C'est une opération, je le signale parce que c'est une opération qui, utilisée de manière habile, peut devenir particulièrement préjudiciable pour les tiers. Ce n'est pas pour dire que la personnalité morale, et ce sera mon propos conclusif, ce n'est pas pour dire que la personnalité morale, c'est le diable. Ce n'est pas mon propos ou que tous ceux qui manipulent le droit des sociétés sont capables de faire des manœuvres qui visent à causer préjudice aux tiers. Cette notion de personnalité morale, elle est très utile à énormément de personnes, parce que si on n'avait pas la possibilité de créer des sociétés à responsabilité limitée, ça voudrait dire que toutes les activités entrepreneuriales que l'on ferait, on engagerait forcément tout notre patrimoine là-dedans. Les salariés qu'on aurait, ce seraient forcément nos salariés à nous, personnes physiques. On serait tenu de toutes les dettes de l'entreprise sur nos patrimoines. Le jour où on voudrait vendre l'entreprise, ça serait compliqué. Le jour où on décéderait, ça serait compliqué parce que l'entreprise se retrouverait en indivision entre les héritiers au lieu de rester entre les mains d'une personne morale. Bon, si c'était le cas, la personne morale, si l'entrepreneur qui a créé une personne morale décède, ses parts sociales ou ses actions sont en indivision, mais tous les actifs de l'entreprise demeurent dans le patrimoine de la personne morale. Donc c'est beaucoup plus stable comme situation. Donc c'est une notion qui est éminemment utile, la personnalité morale. Attention simplement, il faut prendre conscience que c'est une notion qui permet aussi de soustraire un patrimoine à des actions en responsabilité. Toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure on veut combattre ça, dans quelle mesure on identifie des intérêts dont on se dit que l'autonomie du patrimoine des personnes morales doit plier devant ces intérêts. C'est un grand débat qu'on a aujourd'hui pour un certain nombre de préjudices et
qu'on va continuer à avoir. Et ce sera mes derniers mots, et je vous remercie de votre attention, chers amis. Bien, merci beaucoup, cher Bruno Dondero, de ce panorama de la situation de la personnalité juridique et de ses liens avec la notion de responsabilité du point de vue du droit des sociétés. C'est un tableau tout à fait complet, très intéressant. J'en retiens notamment le lien fort que vous avez fait avec la théorie de la personnalité juridique. Alors, c'est une très vieille histoire, la personnalité juridique. On dit souvent que la notion même de personne vient du... Alors, on dit que ça vient des masques de théâtre. Ça, c'est une première origine, mais qui est partielle seulement, puisque c'est persona, c'est au travers de ça que le son passe, au travers du masque. En fait, l'origine juridique attestée du côté du droit romain a fait l'objet d'un très bel article de Marcel Mauss sur la notion de personne que vous trouvez dans un recueil d'écrits de sociologie, d'anthropologie de Mauss. C'était l'époque où les ethnologues s'intéressaient beaucoup aux juristes, où il y avait des... Et la forme première, ce n'est pas exactement un masque, plus exactement, ce sont les masques mortuaires des pères de famille, des familles patriciennes romaines. C'est-à-dire qu'à la mort du père, on prenait l'empreinte de son visage, que l'on enfermait dans une petite armoire avec en dessous les titres qu'il avait occupés. Et lorsque un nouvel héritier prenait la succession, eh bien, c'était le seul moment où on ouvrait l'armoire. Enfin, ces rituels ont été décrits par Florence Dupont, c'est tout à fait impressionnant. Mais c'est très intéressant parce que l'idée était donc que celui qui était titulaire des masques, de cette série de masques dans cette armoire, c'est lui qui avait la personnalité, c'est-à-dire la responsabilité de tous ceux qu'on disait sui juris, c'est-à-dire ceux qui étaient sous sa main. Et il devait répondre de ce qu'il faisait. Et j'ai eu l'occasion, je crois me souvenir dans un cours, d'expliquer en quoi la notion d'émancipation, par exemple, qui apparaît si belle, si pure, si immaculée, est toujours mise en avant aujourd'hui, apparaît dans ce contexte comme une mesure de sanction, notamment des fils prodigues, dont le père est lassé de payer les chèques en bois, si je puis dire, bien qu'il n'y ait pas eu de chèque à Rome. Donc on le sort, donc il va avoir sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'il devra répondre de ses propres agissements inconséquents sans pouvoir compter davantage sur la protection que lui assurait le fait de vivre à l'ombre de la personnalité juridique du père de famille. Donc il faut... Dans cette histoire, la personnalité apparaît en droit romain comme un attribut qui n'est pas du tout lié à chaque personne physique. Il y a ceux qui ont la personnalité, c'est ceux qui répondent d'eux-mêmes et d'autrui. Donc la démocratisation de la notion de personne n'intervient qu'à l'époque médiévale, et elle est un fruit de l'apport du christianisme, où on va dire qu'il y a dans chaque individu, chaque être humain, une âme, un principe. Et donc, c'est cette confluence du droit romain et du christianisme qui a donné lieu à la notion de personnalité telle que nous la connaissons. Alors, cette notion, vous l'avez souligné à très juste titre, dans le cas même des personnes physiques, a une part de fiction. À vrai dire, de fiction... Je ne sais pas, parce que l'être humain est un être qui est fabriqué de fiction et d'images. Mais je crois que c'est Oriou qui fait cette très belle remarque, qui dit à propos de la personnalité qu'elle veille quand nous dormons et elle demeure saine lorsque nous déraisonnons sous l'empire de l'alcool. Enfin, je ne sais pas si Oriou parle de l'empire de l'alcool. Mais au fond, la notion de personnalité juridique pour les personnes physiques joue le rôle... que jouait un peu celui des anges gardiens là aussi dans la mystique chrétienne. Il y a un très beau livre d'André Pléchou sur les anges. L'ange gardien, c'est celui qui apparaît à la naissance et qui va vous accompagner
jusqu'à votre mort. Et il est toujours là derrière, justement, quand vous déraisonnez, il est quand même là. Bon. Donc la personne juridique joue ce rôle, c'est une forme de sécularisation de la figure de l'ange gardien. Elle est toujours présente en arrière-plan, même si elle peut connaître, avec les régimes des incapacités, des hauts et des bas, si je puis dire. Notamment, on ne va pas considérer que la personnalité juridique de l'enfant mineur entraîne les mêmes conséquences en matière de responsabilité que celle du majeur, et la même chose pour l'incapable majeur. Mais là, la personnalité joue, au fond, comme un symbole. On peut dire, c'est un symbole. Et il faut prendre le mot symbole, je ne pense pas avoir eu l'occasion de le dire dans les cours, ça, dans la complexité de cette notion de symbolum qui a une origine juridique, puisque le symbole, c'était, ça vient du grec, symbolum, vous aviez un anneau ou un bol, on le casse en deux, et si nous avons un lien de responsabilité, c'est-à-dire, par exemple, je vous dois une somme d'argent, puisque vous venez de me la prêter, c'est le signe visible du lien de droit invisible qu'il y a entre nous. C'est ça, symbolum. C'est ce qui rend visible un invisible. Et c'est ce qui assure le lien entre ce qu'on appellerait, disons, dans le vocabulaire financier contemporain, le sous-jacent. Bon. Donc, quand on est dans le monde du symbolique, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Si on coupe les deux, à ce moment-là, c'est de là que vient l'expression du diable, le diabolum, diabolègne, c'est celui qui coupe justement ces deux moitiés du symbole, qui fait comme si on pouvait traiter le symbole comme une chose sans aucune espèce de lien avec la réalité de l'engagement qu'il y a derrière. Dans le cas des personnes physiques, ce risque est relativement limité, puisqu'il y a toujours derrière la personnalité juridique un être biologique, donc il y a un corps physique, comme le nom se dit. Alors le problème naît avec la personnalité morale, c'est la raison pour laquelle on a été quand même extrêmement vigilant sur le maniement de cette catégorie, puisque là, le sous-jacent, comme vous l'avez dit très justement, est lui-même l'objet d'un artifice. On va pouvoir dire, eh bien, tel bien, je veux décider de lui assurer une fonction sur la très longue durée, et je vais par exemple créer, alors si je prends les catégories du droit musulman, un waqf, c'est-à-dire une fondation. Donc je vais dire tel objet va sortir de la circulation, ça devient l'objet d'une fondation. Et je crois qu'actuellement c'est très utilisé par des riches familles dans le monde arabe pour justement soustraire au fisc un certain nombre de biens. Ça marche, donc là ça n'est pas propre à nos propres catégories juridiques. Donc là il va pouvoir, l'idée, comme vous l'avez dit, est parfaitement légitime, c'est qu'il peut y avoir une continuité d'intérêt au-delà de la discontinuité des personnes physiques qui justifie de créer ce point d'imputation, mais ça n'est légitime que dans la mesure où nous ne sommes pas dans des montages diaboliques au sens que je viens de définir, c'est-à-dire où la fonction serait celle d'un pur symbole déconnecté de toute espèce de réalité derrière et qui permet justement à ce moment-là d'être un masque, mais au sens, j'allais dire, des frères Rapetou, pour employer des références qui ne sont peut-être pas accessibles aux plus érudits d'entre vous, mais on se masque pour faire des mauvais coups. Hein. Alors, le problème qui se pose beaucoup maintenant en droit des sociétés, c'est justement celui des mésusages de la personnalité juridique à des fins qui ne sont pas autres que d'échapper au mécanisme de responsabilité. Il y a dans l'histoire de la personnalité juridique des aspects un petit peu paradoxaux et ironiques de l'histoire. Par exemple, le trust, qui est une catégorie de common law, qui a été un des grands outils de développement du capitalisme, parce que justement ça a permis d'avoir ce point d'imputation juridique de responsabilité et d'action économique. Le trust a été inventé d'abord pour des fins religieuses. C'était les chevaliers qui partaient en croisade ont créé ça pour que leurs biens puissent continuer à servir à leur famille, ou bien il y a un article très savant d'un collègue historien du droit aujourd'hui en Italie là-dessus, sur l'usage du trust en Angleterre pour permettre aux franciscains de remplir leur vœu de ne rien posséder.
Alors évidemment, on veut être propriétaire de rien, mais on a quand même besoin d'une couverture, d'un manteau, d'un toit. Alors comment faire? Sur le continent, c'était la papauté qui était la titulaire de l'usage, qui était juridiquement le propriétaire. Et donc les franciscains étaient censés, eux, n'être que comme à moitié des anges, là, justement. Mais pour des raisons variées en Angleterre, on a inventé le trust pour remplir cette fonction. Et le trust, ainsi inventé par les franciscains, épris de pauvreté absolue, allait devenir cet outil incomparable de développement du capitalisme. Donc on se trouve aujourd'hui quand même face à une multiplication d'hypothèses dans lesquelles la personnalité morale n'a plus d'autre... devient un instrument d'irresponsabilité. Alors vous avez parlé de responsabilité limitée. Je vois que Pierre Calam est parmi nous. Lui, il dit que ça devient des sociétés d'irresponsabilité illimitée. Donc c'est un des problèmes. Alors vous avez donné quelques exemples des signes que le législateur ou le juge prend conscience des risques de ce mésusage de la personnalité juridique comme moyen d'échapper aux responsabilités. Alors j'aurais une première question, peut-être. Est-ce que vous pensez que... vous êtes référé surtout à la chambre commerciale. J'avais le sentiment, quelquefois, je rentre tout de suite dans du hard, excusez-moi, jurisprudentiel, que cette capacité de percer l'écran de la personnalité morale pour obliger ceux qui ont pris les décisions à en répondre avait été plus accentuée du côté du juge pénal, qui plus commodément écartait la personnalité morale, ou du juge social que du juge commercial. Est-ce que c'est une intuition juste? Non, c'est une intuition très juste. Le juge pénal, lui, je n'ai pas parlé de responsabilité pénale, c'est-à-dire que vous avez une règle qui est... Vous avez une responsabilité pénale des personnes morales qui a une vingtaine d'années aujourd'hui. Cette responsabilité pénale des personnes morales, on l'a créée précisément pour que ne soient plus responsables pénalement les dirigeants, non pas des actes qu'ils commettent de manière intentionnelle, mais qui soient plus responsables des homicides ou blessures par imprudence, le salarié qui tombe d'un échafaudage. L'idée était précisément que, en principe, c'est le chef d'entreprise qui en est responsable, et donc on a créé cette responsabilité pénale des personnes morales pour attirer sur la personne morale les sanctions pénales. Mais on n'a pas dit dans le même temps, attention, du coup, les dirigeants ne sont plus responsables pénalement, parce que si on avait écrit ça, là encore, ça aurait été trop dangereux. On n'aurait plus osé fréquenter de dirigeants de société, parce que ça aurait été des personnes capables de commettre de nombreux délits de manière irresponsable. Le juge pénal, lui, n'a jamais été très réceptif. Les histoires de fautes séparables des fonctions, par exemple, non, il n'a jamais été très réceptif à ça. Si vous commettez une infraction pénale, d'ailleurs, même la chambre commerciale vous dit qu'une infraction pénale intentionnelle, c'est forcément une faute séparable des fonctions du point de vue civil. Ça veut dire que les dommages et intérêts que vous pouvez devoir aux victimes de votre faute pénale, c'est forcément vous, dirigeants, qui devez les payer sur votre patrimoine personnel. Ce n'est pas la société. Donc non, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'ai axé mon propos sur la... Parce que les termes responsabilité solidaire m'ont fait pencher du côté de la responsabilité civile. Du point de vue de la responsabilité pénale, enfin, si on prend ne serait-ce qu'effectivement le point de vue du juge pénal de la chambre criminelle de la Cour de cassation, non, elle est beaucoup moins réceptive à ces thèses, oui. Vous avez évoqué l'apport partiel d'actifs, bon, qui évoquait, alors pour le pauvre travailliste que je suis aussi, ces techniques qui, se fondant sur l'automaticité de la cession des contrats de travail en cas de cession d'entreprise, enfin c'est l'entreprise au sens du droit du travail ici, avec un sens particulier, permettent effectivement quelquefois, au fond, de faire monter son personnel sur des vaisseaux destinés à être coulés au large, en fait. Absolument. C'est à peu près le... Donc ça, c'est l'envers de ce qu'on appelait l'article L122.12. Excusez-moi, j'ai renoncé à mémoriser les numéros de code puisque c'est devenu impossible, on nous les change tout le temps.
donc là, on a, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a d'autres hypothèses où il peut y avoir, du point de vue contractuel, les moyens de se délester ainsi d'une part de ses responsabilités, mais par des voies qui seraient purement contractuelles plutôt que sociétaires? Vous avez la récente réforme du droit des contrats, vous avez une ordonnance du 10 février 2016 qui fait apparaître une notion de cession de dette. On a le droit, reconnaît le texte, de céder sa dette. Mais est-ce que ça va changer grand-chose? Pas sûr, parce qu'en réalité, c'est céder sa dette avec l'accord du créancier. Voilà, donc on ne peut pas se délester, on va rester... Enfin, on peut trouver quelqu'un qui va payer avec nous, et ça, le créancier aura du coup deux débiteurs, mais on ne peut pas, sans l'accord du créancier, dire ben, finalement, la dette que j'avais, ce n'est plus moi, c'est Alain Suppiot que j'ai trouvé, ou une autre personne qui accepte de porter la dette. Donc, enfin, on a des voies contractuelles, mais cette voie que j'ai évoquée, elle a ceci de particulier, c'est que précisément, à part ce droit d'opposition que j'ai évoqué, on ne demande pas son avis au créancier. Oui, et alors j'ai une dernière question, puis je vais ensuite me tourner vers Samuel pour voir s'il a aussi des questions. Sur le... Bon, nous avons eu l'occasion d'évoquer dans les cours des années précédentes les pratiques du Department of Justice américain qui, j'allais dire, s'assoit sur les constructions du droit commercial français ou des droits étrangers en général, c'est-à-dire considère qu'à partir du moment... Il estime que BNP Paribas s'est conduit d'une façon qui contrevient à la loi américaine, que ce soit pour des motifs qu'on peut tout à fait comprendre, la corruption, ou pour d'autres, quand il s'agit d'embargo, c'est plus lié à des choix de politique internationale, et qui, là, ne s'embarrasse guère de considération de personnalité morale, puisqu'il y a même une demande forte dans l'opinion américaine, dans des cas de ce genre, d'atteindre aussi les personnes physiques, puisque dans les deals de justice décrits par Antoine Garapon et Servan Schreiber dans leur ouvrage, ils insistent bien sur ce point, que l'un des éléments, c'est que certains dirigeants soient sortis à l'avenir. Donc ma question, c'est de savoir si ce que vous nous avez présenté, qui est un tableau un petit peu de droit français, est-ce que quand on le prend, si on élargit le champ de vision à l'international, est-ce que vous voyez des sources de responsabilisation plus grandes des dirigeants qui viendraient de cette extraterritorialité, notamment de la loi américaine? Je pense aussi aux dispositifs qui ont été pris après l'affaire Enron en matière de compte. Enfin, ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure à propos de la comptabilité. Non, c'est une question assez redoutable que vous posez. Alors, un droit pourrait décider, ou un juge pourrait décider que finalement on peut appréhender tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à une entreprise. Et c'est vrai qu'on a des droits qui sont moins notoirement le droit américain et moins respectueux de ces fractionnements de l'entreprise en personne morale. J'ai déjà entendu ou vu exposer l'opinion selon laquelle on utiliserait moins ces notions de... Enfin, voilà, les groupes seraient moins fractionnés en personne morale aux États-Unis que chez nous. Est-ce que ça explique qu'on peut aller après plus facilement faire exécuter des décisions sur tous les actifs liés à une entreprise indépendamment de telle ou telle personnalité morale? C'est vrai que j'ai pris le point de vue du juge français, mais qui n'est pas le seul, hein, et d'autres juges européens sont aussi très respectueux de l'autonomie de la personne morale. Maintenant, bon, voilà, après, il y a parfois des droits, on va dire, ou des juges plus impérialistes et qui vont considérer que si vous avez des actifs aux États-Unis, par exemple, eh bien, ces actifs, peu importe que vous soyez la personne morale débitrice ou une personne morale liée, on peut les appréhender, ou qui vont vous demander, pour conclure une transaction avec vous, un des éléments de la transaction, mais là c'est respectueux de la personne morale, hein. On va vous demander, un des engagements que vous prendrez, ça sera de débarquer monsieur un tel et monsieur un tel, parce que nous on considère qu'ils sont à l'origine de l'affaire. Bon. Et si, au plan européen, est-ce que vous sentez des signes d'une prise de conscience de ces problèmes de la responsabilité des personnalités morales, sans même là parler de briser, d'écarter le voile de la personnalité morale? C'est plus érotique de le dire comme ça. Je prends l'exemple, si on raisonne par rapport aux activités du Department of Justice, donc cette capacité d'engager la responsabilité
de grandes sociétés agissant à l'échelle internationale et de les obliger à répondre de leurs agissements qui a été mis en œuvre aux États-Unis, on se demande est-ce qu'il y a des dispositifs comparables qui seraient concevables au plan de l'Union européenne cette fois-ci. Si je prends l'exemple de la dette grecque, on sait que l'entrée de la Grèce dans l'euro a été due à des montages de window dressing, de la comptabilité, qui ont été aidés par notamment la banque Goldman Sachs. Bon, donc Goldman Sachs a prêté la main au maquillage des comptes publics grecs, en sorte que la Grèce puisse présenter des comptes qui lui permettaient de rentrer dans l'euro. Ça a eu à long terme des conséquences, enfin assez court terme d'ailleurs, des conséquences absolument dramatiques pour des millions de personnes, enfin, qu'il s'agisse des Grecs eux-mêmes ou bien des contribuables des autres pays européens qui sont amenés à renflouer la dette grecque. Donc il y a des effets très lourds. Pourrait-on imaginer un parquet européen mettant en cause la responsabilité de cette banque du fait de faits qui semblent avérés, fautifs, sur le plan civil? Là, je ne parle pas d'action en responsabilité pénale. Et oublions le fait que le directeur actuel de la Banque centrale européenne est justement celui qui dirigeait les affaires d'Europe de Goldman Sachs. Oublions ces considérations personnelles. Tenons à ce pure considération juridique. Est-ce qu'actuellement, il y aurait des dispositifs qui permettraient, même d'un point de vue français, de dire au fond la France contribue au renflouement, mais il y a eu une faute dont nous sommes victimes. Est-ce qu'on peut imaginer des actions en responsabilité dans un cas de ce genre? Alors, les imaginer, oui. La question, c'est les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'après, ça se passera en termes où sont localisés les actifs qui pourraient être saisis dans le cadre des actions en responsabilité. Après, ça devient une question de... Goldman Sachs a pas mal d'intérêt en Europe. Voilà. Alors après, voir si les droits des États concernés accepteront l'idée que, eh bien, la filiale de tel pays peut être amenée à répondre des dettes du groupe. En l'état, le droit français, lui, considérerait plutôt que non. C'est-à-dire que une filiale que vous auriez créée en France ne serait pas responsable de ce qu'a fait la société mère plusieurs années auparavant ou de ce qu'a fait une autre filiale plusieurs années auparavant. Et je crois que la plupart des États européens auront un droit qui raisonnera de cette manière. Maintenant, là encore, vous pourriez créer, mais après on va peut-être avoir d'autres questions du type non-rétroactivité des mesures qui seraient décidées. Vous pourriez décider qu'aujourd'hui, toutes les filiales d'un groupe bancaire peuvent répondre des dettes commises par une autre société du même groupe, par des fautes commises par une autre société du même groupe, sous telle ou telle condition. Oui. Enfin, dans le cas des actions américaines, la sanction qui est la plus efficace, c'est la menace de bannissement du marché. Donc là, on pourrait imaginer de bannissement du marché européen. Voilà, ça reste une question finalement d'actifs. Où sont localisés les actifs? C'est-à-dire que si vous avez des intérêts en Europe et qu'on vous dit ben non, l'Europe pour vous c'est fermé, c'est à peu près la même chose que si on vous saisit vos biens en Europe, quoi. Voilà, mais si vous vivez complètement hors d'un territoire, on peut vous dire si vous revenez ici, on vous prendra tout et d'ailleurs vous ne pourrez jamais revenir ici si ce n'est pas un territoire qui vous intéresse. Voilà. Bon, vous voyez, vous avez abordé des questions si intéressantes que j'abuse de mon propre temps de parole. Enfin, on a quand même un petit moment.